C'est une librairie, c'est une bibliothèque que tu connais ou bien? Oui, c'est une bibliothèque réactive qui permet de faire appel aux API distantes, je peux dire ainsi. Réactive, tu l'as dans quel framework, par exemple? Tu l'utilises avec Spring? Oui, avec Spring. C'est intégré dans le projet Reactor, je pense bien. Ah, d'accord, je vois de quoi tu parles. Quand on parle de réactive, ok. En fait, finalement, les deux, ça sera fonctionnellement parlant. Yes. C'est pour faire des requêtes HTTP vers un autre système. Ok. Et les deux sont réactifs. Si c'est bien, parce que je ne me rappelle pas bien de la bibliothèque HTTP qui a été ajoutée avec Spring Reactor là, mais je sais que c'est réactif. Et donc les deux sont réactifs, ça veut dire que c'est non bloquant. Mais la différence maintenant que moi je vois, c'est que ceci là, c'est vraiment toi qui es en charge de tout ce qui est construction de l'URL, tout ce qui est construction, tu vois un peu les paramètres que tu envoies et tout et tout. Alors que tout ça est simplifié avec le web client dont tu parles. D'accord. Ah, ok, je vois. Voilà. Tu vois que Web Client, c'est comme un tool, ce qu'on t'a déjà mis à disposition. Sûrement, il met déjà des entêtes HTTP par défaut, il met déjà les encodings, il met déjà beaucoup de trucs. Alors que HTTP Client, c'est vraiment un truc low level. C'est comme si, disons que, supposons que toi, tu dis que tu veux développer j'ai eu à travailler sur un projet où on avait un service, un microservice qui devait se charger uniquement de l'envoi des mails. Tu vois, parce qu'on s'est rendu compte que dans les projets, dans les infrastructures, généralement, on a besoin d'envoyer beaucoup de mails. Et généralement, le code d'envoi des mails, on le gère au niveau de chaque application. Ça veut dire que si j'ai un système qui a 15 applications qui fonctionnent ensemble, si dans les 15 applications, il y a 10 applications qui veulent envoyer, qui peuvent envoyer des mails, chaque application est chargée de construire le template de son mail et de l'envoyer. Vous voyez, c'est vraiment du cross-concern, ça. Ça, c'est vraiment un besoin cross-concern en français, on dit ça. C'est un besoin transversal. Mm-hmm. Voilà, donc normalement, on peut le sortir carrément et en faire un service. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, du coup, on l'a sorti, on a créé un service dédié qui se charge uniquement de l'envoi des mails. Et au départ, on l'avait implémenté pour qu'ils reçoivent donc, les services qui veulent envoyer des mails. Comment ça fonctionnait? On a créé ce service-là et on a créé un plugin Spring Boot auto-configuré. Le plugin, maintenant, on le déclare juste comme une dépendance dans les projets microservices. Vous voyez un peu. Mm-hmm. Et le plugin expose des routines un peu comme ton web client dont tu parles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, quand une application veut envoyer un mail, elle s'en fout de qui envoie le mail, comment on envoie le mail, comment le template est généré. Elle peut juste appeler les routines qui sont sur le plugin qu'on a créé. Le plugin, lui, derrière, ça veut dire que l'application, quand elle va envoyer un mail, elle appelle juste cette librairie qu'elle a mis là, elle appelle juste une méthode de type send mail. Mais elle ne sait pas derrière qu'est-ce qui se passe. Elle passe en paramètre les DTO qu'il faut pour construire le mail. Elle passe peut-être en paramètre un truc qui permet de savoir quel template on va choisir derrière sur le service de mail. Et le plugin, lui, il se charge d'appeler le service d'envoi de mail en HTTP. Ok, je vois. Donc, par exemple, si j'implémente ce plugin-là, j'ai deux choix. Soit j'utilise le web client, comme tu as dit là, qui est déjà réactif et je simplifie mes trucs avec. Soit je peux implémenter ça avec le HTTP client, sachant que c'est toujours réactif. Tu vois un peu. Ah, je vois. Sans oublier que parfois, quand tu utilises une librairie comme web client, tu ne vois pas. Parfois, tu veux customiser vraiment les choses. Tu veux avoir le contrôle, peut-être pour les performances, je ne sais pas, peut-être pour le fun. Tu peux utiliser web client. Ouais. Donc, moi, c'est même de façon de communiquer avec un autre système, c'est pareil, c'est réactif, c'est non bloquant. Maintenant, en termes de facilité d'utilisation, le web client est beaucoup plus facile à utiliser que le HTTP client, en principe. Ok. C'est bon pour tout le monde? Yes. Même si je fais. Oui. Ah non, je me suis fait une bonne image de tout cette. C'est vrai que techniquement, je ne connais pas ces outils, mais je connais très bien le concept de mail et consorts. Donc, j'ai rapidement fait le rapprochement avec l'architecture du mail que je connais. En fait, moi, sa structuration et puis la manière dont ça fonctionne. Donc,
suppose que le moment viendra lorsqu'il faudra de manière technique. Je pourrais facilement intégrer ces genres de solutions. Donc, pour dire que l'explication, je l'ai bien compris. Je l'ai bien comprise. Maintenant, il faudra peut-être mettre ça dans un code que je vois comment ça marche avec de manière pratique en termes de livret, qu'il faut appeler, en termes d'agencement qu'il faut situer. De toutes les façons, dans notre programme, dans notre programme, il est prévu que dans notre programme, il est prévu justement que on fasse du donc là, on prendre je n'entends pas. On ne t'entend pas, Cyrano. Oui, je dis que dans notre programme, il est prévu qu'on fasse du microservice et tout ce qui va avec. Là, je vais prendre une note que dans le projet, on va essayer de mettre une infra comme ce que je dis là. Désolé, hein, je ne veux pas sortir de la présentation. J'ai bidouillé un petit truc dans un projet Java que j'ai fait pour l'envoi de mails, de templates. Donc, ça me permettra de voir comment ça se fait de manière fonctionnelle. En fait. Si j'ai fait un truc qui marche et puis j'ai mes templates, je les appelle comme ça. Savoir comment c'est fait professionnellement, c'est ça. Ensuite, allô? Oui, allô, je t'écoute. D'accord, je pensais qu'on ne s'entendait pas. Non, on s'entend. Vous m'entendez? Oui, on s'entend bien. Ok, good. Donc, une autre nouveauté aussi, c'est la classe string. Donc, c'est un truc incontournable. Donc, raison pour laquelle j'ai jugé qu'il était bon qu'on prenne aussi ça. Donc, la classe string, par exemple, a maintenant le boolean isBlank. IsBlank retourne true si le string est vide ou n'est composé que de white space. Les espaces, les touches espaces là. Si ce n'est pas le cas, c'est un false qu'on obtient. Donc, on a aussi lines qui retourne les streams. On va voir aussi les streams par la suite. Il retourne les streams des lignes qui viennent les streams des lignes extraites de la chaîne de caractères. Voilà. On a un repeat qui prend en paramètre un entier qui nous permet de concaténer la même chaîne plusieurs fois et de la retourner. Donc, imaginez que j'ai la chaîne bonjour, je veux la concaténer 3 fois, que ça donne bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ce n'est pas forcément très utile pour le moment quand on observe, mais bon, s'ils ont pensé à mettre ça, peut-être qu'il y a des gars qui ont remonté des points comme ça, quoi. Donc, en tout cas, repeat permet de répéter la même chaîne de caractères le nombre de fois que tu précises en paramètres et de te le retourner. Il y a strip. Ça nous retourne une chaîne de caractères où on enlève, dans laquelle on a retiré tout ce qui est espace ou bord, donc au début et à la fin. Un peu comme trim. Oui, comme trim, voilà, c'est une version Unicode. On va voir par la suite que oui, le support de Unicode a été aussi pris dans Java 11. Donc, c'est Unicode 10. Dans strip là, ils ont fait le travail de trim un peu, mais c'est Unicode. Donc, parce qu'avec la dernière version de Unicode qui est arrivée, l'encodage a forcément changé pour certains trucs. Il y a je crois, c'est plus de 8000 nouveaux caractères qui sont reconnus. Et les caractères qui se créent chaque jour, comme les bitcoins, les choses comme ça, les symboles. Donc voilà, on a la méthode strip line leading qui retourne un string débarrassé de ses leading white space. C'est quoi les leading white space? Les espaces blancs. Uniquement. Quelle que soit la position, que ce soit en milieu de chaîne ou bien en CCC. Ça, vraiment, c'est attesté. Ça, pour moi, c'est de la documentation que je lis. Ah, d'accord. Oui, ça, c'est attesté. Et voir exactement si ça prend uniquement dans le corps de la chaîne de caractères ou alors
même aussi les caractères aux abords. Mais logiquement, ça devrait tout retirer, que ce soit aux abords, parce que autant strip retire au corps. Oui. Donc je pense que strip leading devrait retirer même et aux abords et à l'intérieur. Donc, on a aussi le strip trailing. Ça retourne un strip de partie. Trailing white. Bon, ça, c'est les explications que je trouve. Ces méthodes-là. Et bien sûr, par la suite. Oui. Allô? Yes. Il y a un petit fond qui baisse le volume. C'est bon maintenant. Ouais. Donc, voilà un peu quelques méthodes que nous avons qui se sont ajoutées dans la classe string, qui est une classe très on va essayer de parcourir un peu, de voir comment ça fonctionne, comment ça utilise les paradigmes qui sont là dans les design patterns que la classe string implémente. Dans le design pattern particulier, il y a un design pattern comme le immutable. Un string, c'est un exemple typique de immutable qui est directement implémenté dans Java en natif. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure quand on fera le TP. Donc voilà pour string. Ensuite, on a le predicate. Donc, avec Java 8, on a eu tout ce qui était stream. Les streams, ça nous permet d'appliquer des traitements sur, comment on va dire, des traitements plus simplement sur des listes, sur des listes d'éléments. Quand je dis liste ici, c'est au sens large du terme. Dedans, j'englobe tout ce qui est tableau, tout ce qui est liste réellement. C'est pas dire qu'on applique directement le stream sur le tableau, hein. C'est que maintenant, avec à partir de la version 8, il y a beaucoup de méthodes ajoutées à tout ce qui est gestion des données, comment je vais dire ça, ce type de données-là, les données tableau, les données listes, ils ont rajouté des trucs qui nous permettent de transformer ça simplement en stream et d'appliquer des traitements là-dessus avec une approche fonctionnelle en fait. Vous voyez qu'ici, c'est purement du fonctionnel. Par exemple, ici, là, vous voyez qu'il a une liste et il dit ce qu'il veut que ce soit fait sur la liste. Il n'implémente pas vraiment ça, vous voyez. Jusqu'à la version 7, par exemple, si je voulais faire ça, là, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre il a une liste d'éléments, ici. Il a une liste d'éléments. De quels éléments? Je crois que c'est des strings, oui, puisqu'il a pris X blanc dessus. Donc, il a une liste de strings dans cette instruction-ci, là. Et il veut appliquer un traitement dessus sans se casser la tête que, bon, il faut que je parcours la liste, le tableau, je sais pas ma liste part de quel index à quel index. Vous voyez, des problématiques comme ça. C'est des problématiques que l'approche fonctionnelle vient résoudre. Ça veut dire que tu as ta liste, tu te dis juste que, bon, sur la liste-ci, là, applique-moi ce traitement. Et le traitement qu'on demande ici, là, c'est de filtrer. Ça veut dire que dans la liste, il va sortir uniquement les éléments qui répondent à ce prédicat-là. Le prédicat, c'est une condition qu'on fait pour filtrer parfois, comme ça. Donc, il prend sa liste, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir de Java 8, on a le streams là qui a été ajouté, qui lui permet de transformer un list, le type list qui existe en Java, ça nous transforme ça en stream, parce que c'est sur les streams qu'on peut appliquer maintenant tout ce qui est les filtres, les maps, des éléments comme ça qui nous permettent d'utiliser les lambda et la programmation fonctionnelle et de simplifier grandement tout ce qui est traitement des tableaux, des listes qu'on avait avant, des sets et consorts. Donc là, il prend sa liste, il transforme, et il filtre sa liste. Et il dit, filtre la liste et ressort-moi uniquement les éléments qui ne sont pas vides. On a vu ce que Isblanc faisait tout à l'heure. Voilà. Donc, pardon, ce que je disais, je vous ai indiqué. En fait, ici, là, c'est le note, la nouveauté. C'est l'inverse, en fait. Donc, on applique l'inverse, on met le... Voilà, donc ça veut dire que là, c'est le nom, oui. On fait l'inverse de ça. Oui, j'ai mis le note justement en rouge parce que, pour me rappeler de ça. Donc, le prédicat note.
tout nom prédicat qui est la négation du prédicat qui est la négation du prédicat passé en argument. Donc, si on va regarder ça, ça veut dire que quand on disait ici, s'il devait faire juste list string filter, predicate string is blank. Ça veut dire qu'il devait rechercher uniquement les chaînes de caractères vides. Mais avec note, il fait l'inverse. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Est-ce que dans ce que j'ai expliqué là, il y a un élément ou quelque chose qui a attiré votre attention? Vous aimeriez poser une question ou c'est bon? C'est bon pour moi. Aussi. Alors, on a des améliorations aussi au niveau du string buffer et du string builder. Ces deux classes, je ne l'ai pas mis là, ces deux classes ont désormais accès à une nouvelle méthode compare_to. Ces méthodes-là prennent en argument notre chaîne de caractères et ça retourne un int. Donc compare_to, je crois que c'est... comment je n'ai pas mis? Attendez. En tout cas, ils ont une nouvelle méthode compare_to. Je pense que s'ils l'ont... je pense que c'est ce que j'ai lu. Je fais une erreur là, je ne l'ai pas mis. Donc, ils ont une nouvelle méthode compare_to qui nous permet de comparer en fait deux éléments de type string builder ou bien string buffer. Et par la suite aussi, on va voir comment est-ce que les compare_to sont utilisés, surtout pour lorsqu'on fait comment ça s'appelle lorsqu'on veut faire la comparaison d'objets. Lorsqu'on fait de la comparaison d'objets. Non, c'est pas pour la comparaison. Qu'est-ce que je suis en train de dire des bêtises. Lorsqu'on va traiter des, je crois que c'est des listes d'éléments, généralement, on peut les ranger, il y a des méthodes généralement sur tout ce qui est collection, oui, c'est ça, collection, où on peut se servir des compare_to pour ranger les éléments dans la collection. Donc, on verra ça aussi par la suite. Donc, également, avec Java 11, on a la prise en charge de l'Unicode 10. Donc, je pense que c'est la dernière version Unicode. On a 8518 nouveaux symboles qui sont pris en charge. Donc, la JDK 11 a bien pris note de l'arrivée de l'Unicode 10 et supporte donc la nouvelle version de ce standard. Les nouveaux symboles de bitcoins, les emojis, un peu les trucs qu'on a sur WhatsApp, en passant par les signes traditionnels, même le chinois, les signes en chinois, tout ce qui a été créé là, ils ont essayé de prendre les derniers symboles, les derniers caractères, tout ce que vous pouvez imaginer, en tout cas jusqu'à ce que ça sorte pour l'intégrer dans Java. Donc, je suppose qu'avant, oui, parce que le bitcoin c'est nouveau, on ne pouvait pas vraiment le représenter avec Java, disons 7. Si je me rappelle, si je me rappelle un peu les dates de sortie respectives. Donc voilà, l'Unicode aussi intéressant. Il y a aussi la suppression de quelques modules. C'est des modules vraiment très anciens. Hein. Les Corbat, Transaction Activation, XML Bind, WS, Annotation. Principalement, par exemple, Corba, les Binds et WS, c'était des techniques qui étaient utilisées avant lorsqu'on voulait faire communiquer deux systèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tout ce qui est SOAP, tout ce qui est web service. Oui, moi j'ai entendu parler. Voilà. Avant, pour faire les web services, c'était des trucs c'était assez fastidieux. Donc, il fallait faire des stubs, il fallait générer plein de trucs, il fallait beaucoup de trucs compliqués. Bon, aujourd'hui, il y a des trucs assez performants pour le faire. Donc, du coup, je pense qu'ils ont sorti tous ces éléments-là qui sont un peu vieux et qui savent, par exemple, que ça existe là-dedans, mais personne n'utilise plus ça. Mais bien sûr, tout ça, ce n'est quand ils ont retiré dans Java, mais on peut toujours, c'est toujours accessible hein, si on a en ajoutant des modules hors du JDK. Donc, dans le JDK même, ceci-là n'est plus dedans. Donc, tu peux plus juste avoir un projet Java et tu fais référence à toute classe qui est dans ces packages-là sans souci. Il faudra les rajouter au projet. Des questions?
Non, ça va. Moi. Un instant, s'il vous plaît. J'ai l'impression que... une minute, s'il vous plaît. Ok. Allô les gars, merci pour votre minute de patience. Désolé, j'ai l'impression que c'est quand je parle que mon truc là, ça commence encore à me déranger un peu. Alors, pas de questions à ce niveau? Non, pour moi. Et s'il y a rien d'intéressant là-dedans, aujourd'hui, principalement d'autres librairies pour faire tout ce que ces éléments-là faisaient, les bindings, les web WS. Ceux qui en font vont savoir de quoi il s'agit en fait. Alors, ensuite, on va parler des types en Java. Donc, en Java, il y a bien sûr des types par défaut, des types primitifs. Les types, vous savez ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que je rentre dans le détail pour ça? Non, non. Ok. Non. Les types, voilà, c'est comme en mathématiques. On a des entiers, on a je fais trop d'informatique. Donc, c'est comme des types, c'est comme en mathématiques. Lorsque tu as une valeur, elle est de quel, comment on appelle ça, les ensembles. Oui. Oh my God. Ouais. Donc, on a des ensembles. Là, on a les types booléens, pareil. On a les types primitifs. Ici, en Java, on a les booléens. Donc, les booléens, ce sont des valeurs, des variables qui peuvent prendre. Lorsqu'on déclare une variable booléenne, ça veut dire qu'elle peut avoir uniquement soit la valeur true, soit la valeur false. C'est du binaire, quoi. Soit c'est vrai, soit c'est faux, en d'autres termes. Donc, on a le type primitif char. Le type primitif char, c'est l'ensemble des caractères Unicode. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a pris en charge l'Unicode. L'Unicode, c'est comme un standard, c'est comme une norme ISO de représentation des caractères. Parce que normalement, au niveau machine, les caractères ne sont pas représentés tels que nous, on les voit. Vous voyez un peu? Et même les interpréteurs, souvent, vous allez remarquer, même avec ceux qui ont fait un peu de HTML, ceux qui ont eu à manipuler des chaînes de caractères avec un peu de Java, les caractères ne sont pas représentés comme on les voit, surtout peut-être quand il va falloir enregistrer dans des fichiers et tout, les lire après. Alors, donc, il y a des normes d'encodage de ces caractères-là. Donc, le char, ça prend un unique caractère. Ça prend un unique caractère. Donc, ça veut dire que quoi? Quand je dis caractère, c'est un A, c'est un B, c'est un Z, c'est un C, c'est un signe, je sais pas moi quoi, c'est un signe plus, c'est un slash, c'est un symbole Bitcoin, c'est un smiley, c'est un caractère en fait.
Donc, le chat contient uniquement un caractère. Si je mets, par exemple, AB dedans, ça ne fonctionne pas. C'est problémationnel. Donc, les types entiers. Les types entiers, on a principalement le byte, le short, le int et le long. Vous les reconnaissez? Ça vous dit quelque chose? Et après, on a fait un exercice en HackerRank. Il y a un exercice HackerRank qui donnait qui précisait en fait les limites, les mots de ces différents types. On peut déjà directement apprendre comment les utiliser. Quels sont Exactement. les valeurs supportées par ces différents types. Ça peut supporter. Voilà. Donc, les types là, c'est principalement ça contient des entiers, mais ça ne contient pas forcément, tous ne peuvent pas contenir tous les entiers. Pourquoi il y a autant de types? Pour un entier, pour nous, on a l'ensemble des entiers naturels et tout ça là. On aurait pu créer un seul type pour tout ce genre de nombres là, mais c'est des nombres, c'est infini. Et au départ de l'informatique, on avait des ressources qui étaient assez limitées, ce qui faisait qu'il fallait optimiser chaque chose. On ne pouvait pas juste se dire qu'un nombre peut partir jusqu'à 2 milliards, ou je ne sais pas moi, 60 milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, et ça occupe énormément d'espace en mémoire. En tout cas, pour les machines du départ, les machines qu'on avait par le passé, c'était ça. Donc du coup, presque tous les langages ont adopté cette approche-là où on essaye de voir un peu les tranches de valeur généralement utilisées. Par exemple, le byte. Le byte va partir de tout ce qui est de tout nombre entre moins 128 et 127, en passant par 0. Donc ça veut dire que si tu me dis par exemple d'encoder dans les années, disons 60, où l'espérance de vie n'était pas trop grande, où on n'avait pas des personnes qui peuvent avoir plus de 100 ans facilement. Si tu me disais d'encoder, par exemple, l'âge de quelqu'un, j'aurais encodé ça avec un byte. Parce que ça peut contenir une valeur de moins 128 à plus 127. Dans certains langages, on a le unsigned qui nous permet de ne pas considérer la partie négative. Donc, en ne considérant pas la partie négative, ça veut dire qu'on peut partir de 0 à 255. Je ne sais plus trop si en Java c'est possible de faire ça, mais en C, je sais que c'est le cas. Donc, on a le short. Le short, lui, il va aller de moins 32 768 à plus 32 767. On a le int qui va encore prendre plus. C'est un entier compris entre moins 2 ou c'est 24, 21 milliards, quelque chose comme ça, à plus, vous voyez, c'est vraiment c'est un nombre encore plus grand. Et on a le long, c'est lui, c'est le tonton. Le int en passant est codé sur pardon, je recommence. Le byte est codé sur un octet, donc c'est 8 bits. Si vous avez fait un peu d'informatique, vous savez que c'est pour ça que ça peut contenir maximum de moins 128 à plus 128. Le short, lui, il est encodé sur 2 octets. D'où ça nous fait 16 bits. Vous voyez, donc ça fait le nombre de chiffres qu'on peut encoder avec ça. Le int, lui, il est encodé, il double encore le truc de l'octet. Donc ça veut dire que lui, il est sur 4 x 8, 4 x 8, 4 x 8, 32. Et ça veut dire qu'il est sur 32 bits. Ça augmente encore exponentiellement. Bien sûr, l'augmentation est toujours exponentielle à chaque fois. Et on a le long, lui, c'est le tonton des tontons dans les entiers. Lui, il est sur 8 octets, 8 x 8 x 8, 64. Il est encodé sur 64 bits. Donc, le chiffre, le nombre minimum et maximum que ça peut contenir, je ne peux même pas vous dire ça. Donc, voilà. Ensuite, on a les types flottants. On a le float et le double. Le float, bien sûr, c'est ça se distingue. Le type flottant et le type double se distinguent également, bien sûr, par aussi leur taille, la précision que ça peut avoir. Donc, bien sûr, le double, comme on a vu avec les types entiers, le double étant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis et plus large que le float. C'est OK? Yep. Et bien sûr, pour
pour tous ces types-là, il existe des types, on va dire des types, ça c'est des types primitifs, ça veut dire que on les distingue des types références, on les distingue des objets. Pour chaque type, il y a un type objet qui existe dans Java et qu'on appelle généralement wrapper. Parce que ces types, quand on dit primitif comme ça, si je déclare un booléen, c'est vraiment un booléen. Il n'y a pas de traitement que je peux faire dessus. Vous voyez un peu. Or, les wrappers, c'est des types objets qui encapsulent ces types primitifs-ci là, en fait. Et qui nous donnent donc par la même occasion, comme c'est encapsulé dans une classe, ça nous donne par la même occasion beaucoup d'opérations qu'on peut appeler directement. C'est comme si je pouvais déclarer une variable byte. Je dis byte âge égale âge, je dis 64. Après, je ne peux pas faire âge point, je ne sais pas moi quoi, âge point soustrait, âge point additionne, pour additionner à une autre valeur. Imaginons qu'on fait une application où je dois ajouter plus 2 à tous les âges. Je peux faire âge point machin sur un type primitif. Pourtant, généralement, sur les wrappers, on a des méthodes comme ça prédéfinies qui nous permettent de faire beaucoup d'opérations. Les additions, généralement, les soustractions et beaucoup d'autres choses. Donc, voilà pour ce qui est des types primitifs. Ensuite, toujours dans les types primitifs, comment est-ce que c'est géré au niveau des conversions? Donc, les conversions vers un type primitif dont la taille de la représentation est plus grande ou égale se font sans besoin de spécifier quoi que ce soit. Ça veut dire que quoi? Si j'essaye de prendre ça veut dire qu'un byte, par exemple, je peux le mettre dans un short, je peux le mettre dans un int. Vous voyez un peu le sens des flèches. Allô? Oui, on te suit. Voilà. Donc, vous voyez un peu le sens des flèches. Ça veut dire qu'un byte, je peux le mettre dans un short, je peux le mettre dans un int, je peux le mettre dans un long. Mais je peux pas mettre un long dans un int, je peux pas mettre un long dans un short parce que vous voyez qu'il y aura perte. Il y a potentiellement perte. On peut le faire, c'est vrai. Il y a une méthode qui permet de le faire. Est-ce que quelqu'un saurait nous éclairer là-dessus? Personne? Pardon, je ne suis pas bien suivi. Je dis, on peut faire la conversion inverse, mais il y a une technique spéciale. Il y a une technique, je ne sais pas si je vais dire technique, mais il y a quelque chose, un mot-clé spécial. Passe. C'est pas un mot-clé. Il y a une c'est quoi? C'est ça a un terme. Je ne sais pas comment je vais dire l'action de le faire. Il y a le cast. Ah, oui. Okay, le casting de données et le casting. Oui, le casting. Tout le monde s'entend, tout le monde là? Oui. Voilà. Donc, il va falloir caster. Par exemple, si je veux mettre un int dans un short, il va falloir que je fasse le cast. Pourtant, si je veux mettre un short dans un int, je le fais parce que le byte, comme on l'a dit, est sur un octet, le short sur 2 octets, le int sur 4 octets, le long sur 8 octets. Vous voyez que je peux mettre 2 octets dans 4, je peux mettre 4 octets dans 1 octet dans 2, je peux mettre 2 dans 4, 4 dans 8. Mais après, si dans le sens inverse, je peux mettre un 8 octets dans 4 octets, impossible. Par contre, il faut que je fasse un cast. Mais maintenant, il y a le risque de perte de données. Pourquoi? Parce que si dans le long, par exemple, suppose que je fais un cast de long à int. Vous voyez? Si dans le long, j'ai une valeur qui ne sort pas de la zone que int prend en charge, j'ai pas de souci, ça va passer. Mais si jamais la valeur est sortie du domaine de définition de int, là, shit happens. C'est un gros problème. Et pareil, on peut caster. Les flèches, en fait, vous résumez globalement comment est-ce que les castings peuvent être faits. C'est pareil pour tout ce qui est, comment j'ai appelé ça, les types flottants. Donc, entre float et double, c'est naturel, ça passe, ça coule. Mais les doubles, la float, bien sûr, il y a ce problème de représentation là qui fait qu'un double, il y a des risques qu'on ait des pertes de données dans ce sens-là. Good.
Ok. Yep. Yep. Bon, Donc, bon, Cyrano, Yes. ça veut dire que pour la bonne pratique des choses, au lieu de déclarer une variable de type boolean avec B minuscule, on peut le faire avec B majuscule afin d'avoir plus de méthodes pour mieux gérer la variable. Ça dépend maintenant. Ça, vraiment, ça dépend. Ça dépend. Mais oui, on a tendance aujourd'hui à déclarer, à utiliser les types wrapper plutôt que les types primitifs. Mais il y a des raisons pour ça. Les raisons principalement, c'est que dans les applications, les types primitifs par exemple, ça normalement, j'ai pas, ça sort un peu bon, c'est pas grave. Les types primitifs par exemple, désolé, je vous ai fait entendre un truc dégueulasse là. Les types primitifs par exemple ne fonctionnent pas avec tout ce qui est liste, collection et collection. Vous voyez? Donc ça veut dire que je ne peux pas créer une liste de bytes avec B minuscule. Ah oui. Vous voyez un peu? Je ne peux pas créer une liste de bytes. C'est plus motivé par ces détails-là que parce que tu vois un peu. Parce que généralement, si tu vas déclarer un long, est-ce que tu auras besoin, si tu vas additionner, tu vas utiliser l'opérateur plus. Tu vas l'additionner avec un long. Donc, tu vas utiliser les opérateurs arithmétiques. Tu ne vas pas trop te casser la tête. Donc, voilà, c'est plus motivé par le fait que, par exemple, les listes ne peuvent pas prendre ces éléments. Si les listes sont faites, les listes sont de type générique. Et les types génériques, ça veut dire qu'on va préciser quelle est une liste. Quand on dit générique, ça veut dire qu'une liste, par exemple, ça fonctionne comment? Une liste en soi ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être une liste de n'importe quoi. Quand on dit générique, c'est que quand tu déclares une liste, tu vas maintenant préciser qu'est-ce qu'elle va contenir. Quand tu déclares une collection, tu dois préciser qu'est-ce qu'elle va contenir. Donc, est-ce que c'est une liste de strings, de chaînes de caractères? Est-ce que c'est une liste d'entiers? Est-ce que c'est une liste de float? Est-ce que c'est une liste de short, de bytes et consorts? Tu ne peux donc pas préciser ça avec les types primitifs. On utilise aussi beaucoup les types wrap parce que dans tout ce qui est DAO aujourd'hui, vous voyez, il y a une problématique qu'on voyait souvent quand j'étais encore sur le banc, où on nous expliquait que bon, voilà, on conseille d'utiliser plus des types wrappers. Parce que si tu déclares, par exemple, supposons que tu as un entity. Un entity, c'est ta représentation sous forme de classe d'une table que tu as en base de données. Supposons une table d'utilisateur. Utilisateur 1, first name, last name. Et un âge, par exemple. Suppose que l'âge, là, tu le précises, tu dis que c'est un short, parce que tu sais que ça ne va jamais dépasser la marge. Oui, tu as bien réfléchi jusque-là. Et ça peut passer, ça va passer même, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que quand la valeur est nulle en base de données, et que tu récupères des données, tu vois ce qui va se passer? Le type primitif ne peut pas contenir la valeur nulle. C'est ce que peut-être je ne vous ai pas dit. Oui, effectivement. Le nul, c'est une valeur clé Java. C'est comment je vais dire, c'est un mot-clé Java et c'est uniquement pour les références, c'est uniquement pour les objets. Et ça veut signifier que ça ne pointe vers rien. Donc, si tu as un nul qui t'est retourné depuis la base de données et que le champ dans lequel le nul doit partir, c'est un champ que tu as déclaré avec un type primitif, mon ami, tu vas te prendre des exceptions de ouf. Ça ne passe pas. Parce qu'un type primitif ne peut pas contenir la valeur nulle. Donc, pour ça, on conseille d'utiliser, par exemple, pour les entities, d'utiliser des wrappers. Donc, après, si tu te rends compte que dans la structure de données que tu fais, si tu te rends compte, par exemple, qu'un objet a un champ qui c'est pas un truc où par exemple il y aura un map qui va essayer de mapper les données qui viennent du front vers la valeur qui est là-dedans, ou bien ce n'est pas un truc qui va être utilisé par les entités. Tu peux utiliser un type primitif pour le représenter. C'est plus concis, ça, voilà. Donc c'est vraiment, il faut prendre en considération plusieurs aspects que je vous ai présentés là. Mais tu peux par défaut te dire que tu utilises uniquement les wrappers, ça va marcher. Tu peux les additionner, tu peux faire toutes les opérations arithmétiques qu'on fait sur leur type primitif de base. Tu peux les faire sur eux également.
même sans utiliser les méthodes qu'ils te fournissent. Donc, ça veut dire que si j'ai un int, si j'ai deux int, le type qui correspond, c'est integer. Donc, si j'ai deux integers, je peux utiliser l'opérateur plus pour les deux, ça marche. Ok. Voilà. Pour additionner aussi, je peux appeler sur l'un, j'appelle la méthode, je ne sais pas si add existe. Mais si ça existe, généralement, je mets add et je passe le deuxième en paramètre. Ça va aussi faire le même travail. Bon, une petite question bête. Yes. Si je fais, j'additionne un petit primitif avec son correspondant wrapper, Ouais. ça peut passer ça? Ça passe. Ok, super. Ça passe. Donc, le Java, il se débrouille. Il se débrouille. Donc, si j'ai un type integer et que je fais plus 1, par exemple, il va le faire. Il ne se plaint pas de ça. Je ne suis pas obligé d'utiliser ça prend son sens. Ouais, ça serait absurde de faire encore un new integer pour mettre 1 avant de correction. Non, ça passe. Ça passe. Ça passe en petit. Ça passe. Ouais, ça passe. C'est bon là, jusque-là. Oui, c'est bon pour moi. Ouais. Ensuite. Est-ce que il n'existe pas des parce que j'ai vu à un moment donné, on me disait que dans certains documents, que bien qu'il est possible d'effectuer des additions, il y a des opérations qui se font lorsqu'on passe par exemple du type wrapper vers le type primitif, on parle d'auto-boxing. Quand c'est l'opération inverse, on parle d'unboxing. Je sais pas si. Inboxing, ouais. Donc c'est autoboxing, unboxing, ouais. En fait, c'est le fait de wrapper, non? C'est comment je vais dire? Disons que tu déclares un integer et que tu donnes une valeur genre 11. Tu vois un peu? 11, naturellement, c'est un int, c'est pas un integer. Parce que si tu voulais vraiment déclarer un integer, tu aurais fait un new integer. Tu vois un peu? Donc là, en fait, tu es en train d'assigner un type int qui est le type primitif, tu es en train de l'assigner à un type, à une référence d'objet. Donc, automatiquement, avec tout ce qui est autoboxing là, la JVM arrive à savoir il faut en fait créer automatiquement un objet de type integer, mettre la valeur que tu as mis après ton égal là dedans et donner la référence et affecter la référence à ton nom de variable. Donc, tout ça, c'est transparent. Effectivement, il y a ces éléments-là qui se passent en arrière. C'est pas dit que... Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre sans faire un exemple. Peut-être que je devrais ouvrir mon vidéo. Bon, moi, je comprends. D'autres, je ne sais pas trop moi ça. Yes, c'est good. Alors, Morphologic String. C'est Morphologic String, ok. Je vais faire tout ça. Par le passé. En fait, ce dont tu parles, c'est un truc comme ceci. Supposons que ici, je fais un private integer entier et j'affecte 11. Vous voyez, ça marche. Pourquoi? Parce que, mais ça marche, mais ça c'est un objet en fait. Mais cette valeur-ci que j'ai mis là, comme ça, là, ce n'est pas un objet, c'est un type primitif. Vous voyez, en fait, voici la bonne syntaxe qu'il faudrait si c'était un type primitif. Ici, je faisais integer. La syntaxe qu'il faudrait, c'est plutôt new integer.
Voilà la syntaxe qu'il faudrait. Vous voyez même qu'apparemment, c'est même deprecated. Non, c'est pas deprecated, mais en fait, c'est mon IDE qui te signale que tu n'as pas besoin de faire ça. Parce qu'il sait que c'est pris par défaut par Java. Vous voyez un peu. Donc, s'il fallait vraiment instancier un integer, voilà la syntaxe pour le faire. Dans l'autobox dont tu parles, c'est que quand tu fais ça, c'est un type primitif en fait que tu as fait que tu as un objet. Automatiquement, il fait le new là pour toi, en fait, et il affecte à la référence. Parce que ça, ce n'est pas vraiment un entier, c'est une référence. Mais quand je mets comme ça c'est vraiment, on va dire, une variable. L'autre, c'est une référence. C'est ça un peu dont tu parlais. Et quelqu'un a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut entrer? Oui, si je dis entier, je fais plus de. Et, je vais dire. Ouais. Il est prêt. C'est quoi le problème? Ah, la méthode est statique. Vous voyez que je peux additionner un objet, un wrapper avec un type primitif. Ça, c'est un type primitif, ça, c'est un wrapper. Je peux les additionner. Comme je peux additionner deux objets avec les opérateurs usuels. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, je vais appeler ça plutôt entier 2, entier 3. Vous voyez? Donc, il sait se débrouiller correctement derrière. Bon, maintenant, je vous ai dit qu'il pouvait avoir, vous voyez que je suis en train de dire, par exemple, j'ai beaucoup de valeurs là beaucoup de méthodes qu'il va déjà me donner par défaut. Je ne sais pas s'il y a forcément les trucs pour les additions, mais vous voyez, par exemple, il y a les comparateurs, il y a beaucoup de trucs. Je peux convertir en float, par exemple, je peux convertir en langue, voilà, qui donne beaucoup de trucs, choses que je ne peux pas faire si j'avais, par exemple, un private static int si j'ai ça et que j'affecte, je sais pas moi quoi, 0. Si je dis, je ne peux pas dire ici entier primitif point. Il y a pas de méthode. Ce que vous voyez là, c'est juste des trucs que mon IDE ajoute. Je n'ai pas de méthodes qui me sont données pour ça. Vous voyez un peu, j'ai pas de méthode sur les types primitifs, c'est pas des objets. Donc c'est ça un peu la différence. On est OK, on est good. Yes. Ah, c'est super. Pas de questions. Au revoir. Go ahead. OK. Let's move forward. Donc, on a les types de données en Java. Les variables et les constantes. Une variable, comme vous le saurez, pour déclarer une variable, on la déclare, on donne son type, c'est obligatoire. On lui donne un nom et on peut éventuellement lui affecter une valeur. Vraiment, c'est ça, les demandes de base, c'est vraiment ce type nom de variable, point virgule. Maintenant, tout ce qui est affectation, c'est optionnel. Et qu'est-ce que j'ai pensé à un truc que je voulais ajouter? Voilà, on peut aussi, en parlant de constante, en tout cas, oui, transformer une variable, la déclaration d'une constante, une variable et constante. Une constante, c'est juste une variable une déclaration de variable qu'on a précédée du mot-clé final. Donc, il y a bien sûr des règles de nomenclature pour ces éléments-là. Les variables et les constantes ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques. Ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques d'un, c'est-à-dire A jusqu'à Z, de 0 jusqu'à machin. Le caractère underscore est accepté. Est-ce qu'on peut mettre des caractères spéciaux? Non, c'est pas possible, ça va poser problème.
parce que si on a par exemple le tiret, on peut considérer comme moi. Ça ne peut pas commencer par un caractère spécial, mais ça peut contenir un caractère spécial. C'est ça que je dis que je ne suis pas très sûr, parce que si je prends par exemple Toto-Titi, ça peut être interprété comme Toto moins Titi. Non. Toto, ah, tu dis Toto tiré et non underscore. Oui, le caractère underscore n'est pas accepté. Le caractère tiré. Tiré, pardon. Underscore, lui, il est accepté. Donc, ce que tu dis, c'est ça. Si je dis private, pardon, private, static int, je dis ça. Ça, on ne peut pas nommer une variable comme ça, mais avec ça, c'est tiré, oui. Underscore, ça, on peut. Un nom de variable peut aussi commencer. Le seul caractère spécial qui est accepté au début, c'est le underscore. À part ça, on ne peut pas commencer un nom de méthode avec une lettre, avec un chiffre, pardon, ou bien avec un symbole, et on peut. Oui, ça ne peut pas commencer avec une lettre. Attendez, qu'est-ce que je vois? Non. Un chiffre, ça ne peut pas commencer par un chiffre. Oui, ça ne peut pas commencer par un chiffre, ça peut commencer par un underscore, ça peut commencer par une lettre, ça ne peut pas commencer par un chiffre. Ça peut contenir les caractères alphanumériques et le caractère underscore. Donc, à avoir les possibilités par la suite, mais c'est ça déjà à la base qu'il faut retenir. Et autre truc, généralement aussi, bonne règle de développement, lorsqu'on fait un final, donc ça veut dire qu'on déclare une constante par exemple, pour rester les bonnes pratiques voudraient que le nom, on le fasse en majuscule. Et quand on déclare final, il faut donner obligatoirement une valeur parce que c'est une constante. La constante, c'est la valeur qu'on lui donne ne change pas par la suite. Donc c'est obligatoire de lui donner une valeur et les bonnes pratiques veulent que le nom soit entièrement en majuscule. Et lorsqu'il faut composer ou bien par exemple donner un nom en camel case comme avec les variables, on met plutôt le underscore pour le séparateur. Donc c'est bonne pratique mais pas obligatoire. J'aurais pu mettre aussi en minuscule ou bien faire du camel case. Ça serait passé. Ok. Question? Non, moi. Yeah. Alors, donc, d'autre part, non, attendez, est-ce que je vous donne ça? Non. Alors, donc ça, c'est les types primitifs et les wrappers. Par contre, il y a un truc qu'on utilise généralement dans Java, mais dont je n'ai pas parlé là actuellement en tant que type primitif. Une seconde, les gars, s'il vous plaît. Alors, je disais tantôt que... allô? Oui, on t'écoute.
Ok. Je disais tantôt que il y a un type que je sais pas, on va le classer. Bon, c'est un type qui est créé, qui existe, que je n'ai pas présenté ici. C'est pas un type primitif, mais il est primitif. Et il est fourni naturellement par Java. Est-ce que vous savez à quoi je fais allusion? Quelqu'un a une idée? Je ne vois pas, personne ne voit pas. Le type string. Ah. Ok. Donc, on a les types primitifs, après on a tout ce qui est objet. Ça veut dire que quand on déclare nos variables peuvent être des types primitifs ou bien ça peut être des objets. Vous savez à peu près déjà ce que c'est que des objets. Mais parmi les objets, ça c'est un cas particulier, le string, qui est, on va dire, en même temps, c'est un objet, mais généralement, on va le considérer comme primitif, entre parenthèses, dans ce sens que c'est un type de données de base. Vous voyez un peu. Donc, c'est dans les chaînes de caractères qu'on pourra mettre plus d'un caractère maintenant, parce qu'on a vu le char tout à l'heure où on ne pouvait mettre qu'un seul caractère. Bon, si je veux traiter par exemple une chaîne de caractères, si je veux traiter une chaîne de caractères, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ça, c'est dans un string que je vais le mettre. Donc, les types non primitifs, comme vous le savez, sont créés par les développeurs et ne sont pas prédéfinis par Java, sauf celui-ci qui est prédéfini par Java. Donc, ça veut dire que c'est le chat, tu ne vas pas, lorsque tu auras besoin de traiter une chaîne de caractères, tu ne vas pas te créer une liste de chars. Il y a le string que tu vas utiliser pour ça. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis là, comme ça. Donc, voilà un peu pour quelques nouveautés dans Java 11, la dernière version LTS. Une conversation que nous avons eue sur les types primitifs et jusqu'à arriver sur le string, qui est un exemple particulier dont nous allons parler par la suite. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non, moi, non, ça va. Ça va, le type, quand même, c'est de base et important. Bon, Les gars, on est tous ensemble. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends, mais les autres... Ah, d'accord. Ça va. Issouffa, ça va? Alors, le cas particulier des strings. Après ça, normalement, on va entrer dans notre TP. Donc, je vais vous parler de string un peu. String, c'est un cas particulier. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc, il nous permet de gérer les chaînes de caractères. Il nous propose beaucoup de méthodes par défaut pour faire des concaténations, pour faire la suppression des espaces, en début et en fin, et multitude pour récupérer un caractère à une position précise dans la chaîne de caractères. Le string, c'est comme un tableau en fait de chars. Un string, c'est comme un tableau de chars. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai une référence sur une chaîne de caractères, ça veut dire une variable que j'ai déclarée en tant que string, en fait, je peux le traiter comme étant un tableau de caractères, un tableau de chars. Ça veut dire que... Et les tableaux en Java, ça va de 0 jusqu'à la taille du tableau moins 1, jusqu'au nombre de colonnes qu'on a dans le tableau moins 1. Donc, je peux traiter un string comme une chaîne de caractères, mais le string a ceci de particulier que c'est un type spécial qui nous met une chaîne de caractères, mais on peut lui appliquer certains opérateurs arithmétiques, comme le plus, par exemple. Bon, le plus principalement, qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la concaténation. Donc, ce que j'ajouterais aussi de spécial, c'est que le string, c'est un exemple typique de l'implémentation du pattern immutable. Le pattern immutable, ça vous dit quelque chose? L'orthographe Vous m'entendez?
Désolé pour tout à l'heure, il y avait assez de bruit de mon côté. Non, pas de souci, ça va. D'accord. Donc, le pattern immutable, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, pour moi, si on peut faire une petite révision, pas vraiment. Voilà, je vais expliquer. Déjà, l'orthographe, s'il te plaît. Pardon? L'orthographe, s'il te plaît. Immutable. I-M-M-U-T-A-B-L-E. D'accord. Ok. D'accord, merci. C'est quand on applique le pattern immutable, quand on dit que un objet est immutable, ça veut dire que cet objet-là, une fois qu'on l'a instancié, sa référence, une fois qu'on l'a référencé, il ne peut pas changer. Sa valeur ne peut pas changer. La valeur, son état, on va dire, c'est assez complexe à expliquer. Son état ne peut pas changer. Je vais vous expliquer un peu par du code, vous allez voir de quoi je parle. Supposons que je me crée une classe, je ne sais pas quoi, d'étudiants. Un étudiant peut avoir un. Ok. Alors, voilà un Pojo, plain old Java object, qui représente par exemple un étudiant basiquement. Si je veux instancier, ouais, je vais faire ça ici. Disons que je veux faire un truc ici, là, je vais instancier un étudiant. Ok. Sur étudiant, je peux set le nom. Je dis par exemple, je peux set le prénom, je dis par exemple Cyrano. Ok. Après, je peux encore faire étudiant. Je peux refaire un set prénom. Je dis Yannick. Avec C, j'espère. Je n'ai pas cassé le. Ok, ça, c'est pas un objet immutable. Concrètement, ça, c'est pas un objet immutable. Rendre un objet immutable, ça veut dire que une fois qu'il a été instancié, on ne peut pas le modifier. Le simple fait que j'ai même pu appeler le premier set fait que ce n'est pas un immutable. Vous comprenez un peu? Le simple fait que je peux faire ceci, c'est pas un immutable parce que je peux changer son état. Pour les types primitifs, c'est simple parce que une fois que quand je déclare par exemple un type primitif, je fais un private, je sais pas moi quoi, private final, non je vais faire private int entier, je donne la valeur 0. Pour le moment là, cet int là cet entier là je peux le modifier. Il n'est pas immutable entier. Je peux également affecter 2. Vous voyez que je peux le changer. Mais si je veux le rendre immutable pour un type primitif, il me suffit de mettre final devant. Ça veut dire qu'on ne peut pas le changer. Si je veux, on ne peut pas, sa valeur ne va jamais changer. Si je veux une autre valeur, je dois déclarer un autre truc. Vous voyez directement que quand j'ai mis le final ici, il m'a signalé que je ne peux pas changer. Cannot assign a value final. Ça, c'est un peu l'approche. Maintenant, immutable dans le cadre d'un objet, le simple fait que je peux modifier l'état de l'objet comme ça, là, ça veut dire qu'il n'est pas immutable. Donc, si par exemple je fais ça, un début d'immutabilité que je rajoute sur cette classe-là, bien sûr, il y a beaucoup d'autres trucs. Vous voyez déjà qu'ici, il commence à se plaindre de tout ce que je fais pour modifier là. Parce que comme il est immutable, tu n'es pas censé apporter des modifications à son état. Tu peux lire son état, mais tu ne dois pas pouvoir le modifier. Donc, vous voyez que là, voilà, les setters vont me poser problème. Je dois retirer. Mais les getters sont... On peut lire, on peut demander quel est l'état de l'objet. Donc, les setters ne posent pas problème. Maintenant, il signale comme ça parce qu'il n'y a pas de valeur. Comment est-ce qu'on fait donc lorsqu'on va avoir un objet? Lorsqu'on veut créer l'objet, il faudra forcément
initialisé soit lorsqu'on déclare, soit on passe en paramètre directement au constructeur. Pourquoi est-ce qu'il se plaint là? Pourquoi est-ce qu'il se plaint là? Je pense que c'est à cause des erreurs que j'ai ici. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, là, je suis obligé de donner des valeurs directement à l'intention. Déjà, mais on ne peut même pas faire les deux, hein, je ne pense pas. Ça veut dire que si je fais ici comme ça, là, je ne pourrais plus le faire dans le constructeur. Soit c'est le constructeur, soit je donne directement une valeur par défaut. C'est soit l'un, soit c'est l'autre. Ouais. Voilà. Donc, là, je définis, je suis en train de rendre mon objet immutable. Vous voyez que je suis obligé de passer par le dès que je crée. C'est mon téléphone ou quoi? Donc, soit, qu'est-ce que je disais? Je suis obligé de passer des valeurs dès que je suis en train de créer. Donc, c'est ici que je vais donner les valeurs que je voulais donner là. Non. Et je précise un prénom. Et une fois que j'ai fait ça, je ne peux pas modifier cet objet-là. Je ne peux pas faire un set. Je ne peux que lire ce qu'il y a là-dedans à chaque fois. Donc, cet objet-là, il est déjà, on va dire, immutable. Mais il est immutable, comment je vais dire? Je peux, c'est un peu, comment je vais expliquer ça? Maintenant, la différence avec, vous voyez déjà un peu ce que c'est que l'immutabilité. Maintenant, la différence avec Java, avec string, pardon, de Java, je vais vous montrer. Supposez que j'ai un deuxième étudiant. Non, je peux quand même. Un étudiant que j'ai créé, je ne peux pas le modifier, mais je peux quand même changer cette référence. Ça veut dire que je peux faire un new étudiant encore et j'affecte à, je ne sais pas moi quoi, j'affecte à la même référence que j'avais tout à l'heure. Vous voyez? C'est un nouvel étudiant qui est créé. De la même façon que vous voyez que la seule façon de changer une référence ici, là, c'est de créer un nouveau. Donc, c'est une nouvelle référence qui est affectée. Ce que je vais vous annoncer, c'est qu'avec string aussi, c'est à peu près similaire. Ça veut dire qu'avec string, lorsqu'on a un string, par exemple, si je déclare une variable string, je vais mal écrire, c'est pas grave, et que je vais affecter une valeur bonjour. En fait, lorsque je vais faire ceci, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Allô? Oui, allô? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Je dirais la variable va contenir bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, mais il y a, ouais, ça va contenir bonjour, bonsoir concaténé, mais il y a une spécificité. C'est qu'en fait, cette expression-ci, à chaque fois que tu fais une opération, par exemple, sur une variable comme ça, en fait, le compilateur derrière, comme c'est immutable, comme je vous ai dit, le compilateur, en fait, c'est une nouvelle référence qu'il fait ici. En fait, il prend les deux variables-là, ça, il considère ça comme une variable en réalité, hein, en mémoire, dans le système, ça, c'est une variable également. Il les concatène dans une nouvelle variable. Vous voyez un peu. Donc, après la référence ici, c'est vraiment une référence vers une nouvelle chaîne de caractères. C'est pas que la chaîne de... ce que je veux, là où je veux attirer votre attention, c'est que lorsque j'ai créé ma variable ici, ça avait une référence, je sais pas moi quoi, peut-être que c'était, si on va représenter ça, peut-être c'était un truc du genre 0x, je sais pas moi quoi, en mémoire. Un truc comme ça, c'est vraiment des chiffres. Peut-être que l'adresse mémoire, c'était un truc comme ça. Et un truc sympa.
d'adresse était un 112 en mémoire. Sachez que lorsque je fais cette opération-ci là, non, ici, variable ne contient plus, ce n'est plus mon 0, ce n'est plus mon x112, ce n'est plus la même référence. En fait, c'est une nouvelle chaîne de caractères qui a été créée. Ça sera peut-être, je ne sais pas moi quoi, 116. En principe, si on veut réfléchir logiquement, ça sera 0, 112. Ça sera 0. Ça sera un autre truc. Ça sera un truc comme... Et ça sera un truc comme ça. En supposant qu'ils sont créés effectivement l'un après l'autre, exactement dans l'ordre. C'est comme ça qu'on représente ça. Vous voyez un peu. Ok. J'espère ne pas vous avoir perdu. Non, c'est bon. C'est bon. Ok, good. Donc voilà les chaînes de caractères et ça aura un impact sur beaucoup de méthodes qu'ils proposent. Parce que parfois on oublie ça, que c'est comme ça qu'ils se comportent et on a beaucoup de problèmes après. Par exemple, il faut donc que vous compreniez que à chaque fois que tu vas faire par exemple trim par exemple, sache que là, ce qui t'est retourné, il faut absolument, parfois quelqu'un, je sais pas, si tu as besoin de traiter la chaîne de, si tu fais trim par exemple, voilà, si tu fais trim et qu'après tu essayes d'afficher, donc, supposons que je fais ça. Bon, j'ai mis ça. Ok. Supprimons ça. Pourquoi je vous explique cela? Ok. D'après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et comme on sait qu'il y a le trim sur Java qui permet de retirer les espaces avant et après. Pour vous, qu'est-ce qui va s'afficher ici? Je pense que ce sera la même chaîne sans modification. Toujours avec les espaces. Oui. Toujours avec ou sans? Avec les espaces. Voilà. Et pourquoi? Simplement parce que comme c'est mutable, la variable, ma variable n'a pas changé. Donc, la nouvelle variable a été créée, il va falloir la récupérer s'il faut avoir la nouvelle valeur. Ça ne s'applique pas sur, son contenu direct. Il va falloir récupérer ça. Exactement. Exactement ça qui se passe. Ça veut dire que comme je vous ai dit que c'est immutable, ça veut dire que toute action, contrairement, parce que généralement on sait que si je n'avais pas rendu ce truc-ci immutable par exemple, non, c'est une classe comme Java, comme string, pardon, n'est-ce pas? Et que j'avais une méthode, je ne sais pas moi quoi, je vais faire le CTS. Vous voyez que si j'appelle une méthode sur cet objet-là, sur mon étudiant, si j'appelle une méthode, je dis ici quoi? Étudiant, point, set prénom. Si ici là, je dis Mustapha. Vous voyez qu'après, pour celui-ci, quand je vais afficher, la valeur qui va s'afficher ici, ce sera quoi? Mustapha. Ouais. Mustapha. J'ai juste appelé une méthode sur mon objet. Il a modifié l'état de mon objet. Mais avec les strings, ce n'est pas ça. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'appeler une méthode sur un string ne modifie pas le string parce qu'il est immutable. Ça veut dire que ça crée en fait un nouveau. Ça revient à dire par exemple que lorsque je fais cette prénom là, en fait ce que je fais c'est un peu comme si vous voulez, c'est une syntaxe un peu comme ceci qu'on a avec les strings. C'est comme si quand je fais cette prénom, je fais new étudiant. Je vais encore se faire ça. Comment je dis ça? Pourquoi je suis obligé de...
C'est comme si je faisais un truc comme ça. Vous voyez un peu. Avec string, c'est comme si je faisais un truc comme ça. Là, c'est une autre référence qui met... c'est une autre référence qu'il faut que je récupère. Donc, c'est ça. Le fait d'appeler stream ici n'a pas modifié cet objet. N'a pas modifié la référence, n'a pas modifié ce que lui, il était. Ça a en fait créé dans la mémoire une nouvelle variable qui contient le résultat du traitement si. Et si je veux, par exemple, l'utiliser ou bien la sauvegarder, je ne sais pas moi quoi faire avec après, il faut absolument que je la capture. Il faut absolument que je la capture. On est d'accord? Ok. Donc, des questions jusqu'à présent? Non. D'accord. Par la suite, on va voir un peu, on va travailler un peu avec, on va travailler un peu avec string, voir les opérations qu'on peut faire dessus, des trucs visuels, et ensuite aussi avec les avantages, les limitations, et on va voir qu'est-ce que Spring Builder est, qu'est-ce que ça nous apporte en termes d'avantages.